Silence radio, kiosques sans journaux, une marche de protestation. Les journalistes maliens ont pris l'opinion à témoin pour protester contre les agressions de certains confrères ces dernières semaines. Des vivres et des produits de première nécessité en stock important dans le pays en cette veille de Ramadan. Le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie en a fait le constat en allant visiter 3 magasins de stock. La crise du Nord mobilise les étudiants du Centre des Arts de Métier Bala Faseke Kouyaté. Ils l'ont choisi comme thème général, célébration de leur 7e journée culturelle. Nous sommes mardi 17 juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, a effectué aujourd'hui une visite de quelques heures à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef du gouvernement a eu des échanges avec le président du Burkina Faso et médiateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise malienne sur les derniers développements de la situation dans notre pays. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, lui a également fait part de sa décision de proposer une large ouverture à toutes les forces vives du pays pour la reconquête du nord du Mali et une transition apaisée. Une visite qui intervient au lendemain de la publication de la feuille de route du gouvernement pour la transition. Je vous le disais dans le titre, la presse dans son ensemble a décidé aujourd'hui une journée presse morte. Les hommes de médias ont organisé une marche pour protester contre les agressions de journalistes de ces dernières semaines. Du siège du journal L'Indépendant à la primature, soit près de 4 kilomètres, les marcheurs, environ 1 millier de personnes, scandaient des slogans comme « Plus jamais ça » ou encore « Liberté de la presse ». À l'arrivée, ils ont remis une déclaration au cabinet du Premier ministre en l'absence de ce dernier, déclaration dans laquelle les hommes de médias invitent le gouvernement à prendre des mesures contre l'agression, l'enlèvement suivi de bastonnades de journalistes. Sidiki Dambélé, comme beaucoup de journalistes de la station mère Bozola, n'a pas voulu être en marge. Il a suivi et voici son reportage. À l'unisson, les hommes des médias publics et privés ont battu les pavés près de 4 km environ du siège du journal L'Indépendant à la primature pour dénoncer les agressions dont sont sujets les journalistes. Pour rappel, en moins de 3 semaines, 2 journalistes, Abdraman Keïta de l'Aurore et Saouti Aïdara, 62 ans, directeur de publication de L'Indépendant, ont été enlevés par des hommes encagoulés et passés à tabac. D'où l'ire des journalistes qui expriment aujourd'hui leur ras-le-bol et leur indignation. On en a vraiment marre là, depuis un bon moment. Les journalistes, je crois, comme je l'ai dit, c'est la corporation la plus maltraitée. Et nous, on pense qu'on ne mérite pas d'être frappé là. Et puis deuxièmement, après ce qui s'est passé avec Saouti, nous on pense qu'il faut que l'État nous aide à savoir ce qui se passe quoi. Il y a des escadrons, pour le moment, ce n'est pas des escadrons de la mort, mais il y a des escadrons de bastonnade qui frappent les journalistes. Et nous, notre marche aujourd'hui, c'est dire on en a marre. C'est tôt, et que le gouvernement nous aide un peu à faire la lumière autour de toutes ces affaires. Les journalistes font leur boulot. Quand il y a quelque chose qui est contraire à la loi, il y a une loi sur les délits de presse. On peut nous interpeller là où on veut, mais penser qu'on doit nous bastonner et que ça va nous faire taire. On veut dire aux gens, plus vous allez essayer de bastonner, plus vous nous verrez dans la rue. Il y a des gens qui ne veulent pas voir la presse faire son travail. D'ailleurs, quand notre doyen a été frappé, on lui a dit, vous les gens vous emmerdez. Et je crois qu'on va continuer à les emmerder parce qu'on n'est pas prêt à avoir de notre liberté de presse. Dans les rangs des marcheurs, l'un des journalistes battus, Abdraman Keïta, qui, malgré son état de santé encore fragile, a tenu à faire entendre sa voix et même à lancer un message à ses agresseurs. La presse malienne est soudée autour de l'essentiel, est soudée autour des valeurs qui appartiennent à toute la presse, malgré sa diversité. Message à mes agresseurs, oui, qu'ils se ressaisissent. Et que la liberté de la presse n'appartient pas qu'aux journalistes, c'est un bien collectif à défendre.
Outre les hommes des médias, il y avait également dans les rangs des marcheurs des démocrates convaincus et amis de la presse, pour qui la défense de la démocratie passe par la liberté de la presse. Donc on peut ne pas être d'accord avec ce que peut dire ou écrire un journaliste, mais on doit non seulement lui permettre d'écrire ce en quoi il croit, mais même l'aider à le faire. Troisième raison, c'est que la liberté de chaque individu, journaliste ou pas, doit être préservée, et particulièrement au Mali aujourd'hui, où nous avons besoin d'une transition apaisée et où nous avons besoin de donner une image positive de notre pays à l'étranger. De Lafiabougou à la cité administrative, en passant par la place Cannes, le rond-point Nkrumah, il a fallu aux marcheurs plus d'1 heure sous un soleil de plomb avant d'arriver à la primature, non pas sans obstacle. Soit où on rentre, on remet notre déclaration, ou on retourne. Voilà. À la primature, c'est le directeur de cabinet qui reçoit une délégation restreinte des marcheurs avec la déclaration destinée au Premier ministre. Il faut mettre un holà au bastonnade des journalistes. Ce qui est arrivé n'est pas acceptable. C'est un acte, il faut le dire, crapuleux. Comment un tel acte peut être perpétré sans salir le gouvernement, sans ternir davantage l'image du pays? Alors ceux qui ont fait ceci, en réalité, ce sont des individus qui sont contre la marche du pays, qui sont contre la paix, la stabilité de ce pays-là. Pour le porte-parole des journalistes, Makankone, au-delà des menaces qui pèsent sur la profession, c'est la vie même des journalistes qui est en danger. Et pourtant, faut-il les rappeler, politiquement corrects, franchement scandaleux ou hors sujet, les journalistes ont quand même leur mot à dire. Même sans micro et sans plume, les journalistes ont quand même réussi à faire passer leur message. La liberté de presse est sacrée et rien au monde ne pourra museler la presse. Sidiki Dambélé, la journée sans presse a été respectée par l'ensemble des rédactions. Pour preuve, les kiosques, les rédactions et les studios sont restés vides durant toute la journée. Tamsir Diabaté est allé faire un tour. On vous propose son constat. Il n'y a pas eu de parution aujourd'hui, sauf les sorts, c'est le quotidien national. Dans les différentes stations de radio et rédactions de publications visitées pour la circonstance, les constats sont clairs. Pas de journalistes et les studios sont fermés. Cela prouve à suffisance que le mot d'ordre d'une journée sans presse a été respecté à hauteur de souhait. C'est la preuve que tous les journalistes se sentent concernés, qu'il y a une forte interpellation par rapport à la liberté de la presse, qui était quand même une fierté au Mali et qui est menacée aujourd'hui. Ne pas parler d'abord, l'animateur il est fait pour parler et la radio c'est la voix. Et on a décidé de faire Radio Silence aujourd'hui parce que nous sommes meurtris. On le fait à contre-cœur. Sinon, notre rôle, c'est d'éduquer, c'est de sensibiliser et de divertir les populations, de les apporter la bonne parole, la bonne information et les nouvelles. C'est l'une des rares fois que le lecteur, auditeur, revendeur des journaux et patron de presse soient sur la même longueur d'onde. C'est une forte interpellation du gouvernement. On ne peut pas prendre des journalistes pour des punching balls et que le premier qui se lève porte des cagoules et vienne les bastonner sans raison. Nous partageons les peines et nous voulons réellement que le gouvernement s'y attelle à ce que cette presse soit une véritable presse. Une presse carrément de liberté, une presse où tout le monde se sentirait à l'aise et à la conquête de l'information. Lire les journaux, c'est notre déjeuner. Et voilà, nous sommes en deuil, carrément. C'est un jour sans dans ce pays-là. Il ne faut pas que ça se répète. Parce que les journaux ici, tout le monde s'attroupe le matin, chacun perd son journal et on s'informe, on s'imprègne des réalités du pays. Bon, maintenant, passer une journée sans presse, c'est un jour sans pain. Le chef du gouvernement, Cheikh Modibo Diarra, hier on l'a suivi dans son adresse à la population, à la nation, voudrais-je dire, a saisi l'occasion pour déplorer et condamner avec la dernière rigueur l'agression des journalistes Abdrahmane Keïta et Sauti Aïdara. Nous vous proposons de revenir sur l'extrait du chef du gouvernement. En ce qui concerne la justice, un accent particulier est porté sur la préservation et le respect des droits de tous les Maliens,
tout en s'assurant qu'aucun citoyen ne soit au-dessus de la loi. À cet effet, des enquêtes relatives à l'agression du président Dioncounda Traoré se poursuivent normalement et les auteurs, commanditaires et complices, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, seront poursuivis et traduits devant les tribunaux. Je saisis cette occasion pour déplorer et condamner avec la dernière rigueur l'agression des journalistes dont Abdrahman Keïta et Sauti Haïdara. Des instructions fermes ont été données pour que les auteurs de ces forfaits ignobles soient recherchés et livrés à la justice. Nous souhaitons à M. Haïdara et Keïta un prompt rétablissement. Mesdames et messieurs, pour être tout à fait complet dans ce chapitre, nous vous proposons les réactions de certains partis politiques, l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise, ADPS, la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Faso Here, le parti Myria, le Rassemblement pour le développement, la solidarité RDS, le parti Siki Kafo Oye Damouye, le Conseil national des Chorfa du Mali, tous se disent choqués, indignés devant ces actes de barbarie et demandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour faire arrêter et traduire en justice les auteurs de ces agressions. Et nous retrouvons le chef du gouvernement, Cheikh Modibo Diarra, dans son adresse hier à la Nation. Cheikh Modibo Diarra est désormais convaincu que temps est venu de mettre ensemble les talents et les engagements au service du pays et de former un gouvernement d'union nationale. Les consultations avec tous les partis politiques, la société civile sont en cours afin que toutes les énergies soient tendues vers un même idéal pour des élections libres, transparente, crédible et apaisée. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra. Au titre des préparatifs de la campagne agricole 2012-2013, le gouvernement a accordé une subvention sur les semences et les intrants afin de sauver la campagne en cours et éviter une nouvelle crise alimentaire l'an prochain. Il a aussi procédé au paiement aux fournisseurs d'engrais des arriérés dus par l'État au titre des campagnes de 2010 et de 2011. S'agissant de l'action humanitaire, le gouvernement a procédé à l'acheminement et à la distribution de vivres, de médicaments, de moustiquaires imprégnés à nos compatriotes déplacés, aux populations restées au nord et à celles des communes déficitaires dans le sud du pays. En ce qui concerne le front social, malgré le contexte économique précaire, le gouvernement paye régulièrement et à temps les salaires des travailleurs. Les services de santé et les hôpitaux fonctionnent normalement. Les fournitures d'eau et d'électricité sont assurées correctement. Les cours et les examens de tous les ordres d'enseignement se sont tenus dans les délais. C'est le lieu pour moi de rendre hommage aux parents d'élèves, aux enfants qui ont pris conscience et ont décidé de ne plus se laisser distraire par des activités extrascolaires et de se tourner résolument vers leur formation, mais aussi et surtout aux maîtres qui ont bien voulu accepter de mettre en veilleuse leurs revendications légitimes. Je voudrais ici donner l'assurance que leurs préoccupations seront examinées avec bienveillance dans la mesure du possible et du droit. En 5e région, situation humanitaire dans notre pays, en 5e région, le lycée Ibn Abizei de Kerawan de Sévaré vient d'abriter la distribution de 30 tonnes de riz et 500 moustiquaires aux populations déplacées des régions du nord du Mali. Cette donation est l'œuvre de l'association islamique pour le salut et ses partenaires turcs. Compte rendu depuis Sévaré de Mahamar Ibrahim Touré. Cette distribution de vivres est une réponse à la requête du bureau régional du Haut Conseil islamique de Mopti. La donation est composée de 30 tonnes de riz et 500 moustiquaires pour 1200 ménages des régions nord. Nous sommes conscients de l'état des déplacés et l'immense besoin d'urgence qu'il y a à faire.
Inch'Allah, l'Islam s'engagera toujours auprès de vous en vous accompagnant à surmonter ces moments durs. Pour les autorités régionales de Mopti, ce don qui s'ajoute à d'autres actions humanitaires vient atténuer les souffrances des populations déplacées des régions nord du Mali. Nous demeurons convaincus que cette action de solidarité dont vous avez toujours su faire montre, certainement en période de joie, lors des fêtes religieuses, lors du mois sacré du Ramadan qui s'annonce déjà bientôt, qu'aujourd'hui, en situation de crise, vous êtes à nos côtés pour soulager la peine de ces populations. À travers des bénédictions, l'association islamique pour le salut à Islam a prié Allah le Tout-Puissant qui préserve le Mali et qui nous accorde une bonne pluviométrie. L'Association des organisations professionnelles paysannes et l'ONG Afrique Verte peinent à exercer leur mission. Et pour cause, la mauvaise pluviométrie de la campagne agricole écoulée et la crise sécuritaire dans le nord de notre pays. L'association était face au délégué général du comité catholique contre la faim et pour le développement pour exprimer leurs préoccupations. Tchemoko Konaté. La mauvaise pluviométrie enregistrée au titre de la campagne agricole écoulée et le climat politique et sécuritaire ont entraîné une crise alimentaire sans précédent dans notre pays, ce qui constitue une entrave aux organisations non gouvernementales dans l'exercice de leur mission. Pour endiguer la crise, l'Association des organisations professionnelles paysannes et l'ONG Afrique Verte sollicitent le concours des partenaires. D'où cette rencontre avec le comité catholique contre la faim et pour le développement pour exprimer les préoccupations. La OPP est une organisation nationale qui couvre l'ensemble du territoire national. Donc aujourd'hui, qui est préoccupé aussi, au même titre que tout le monde, par cette situation. Les membres de l'AOPP qui vivent sur place et ceux qui ont été contraints à un exil forcé à l'intérieur du territoire ou même à l'extérieur. Quand on dit sécurité alimentaire, il faut adjoindre aussi la question nutritionnelle. Ce n'est pas seulement les adultes, mais aussi les enfants souffrent énormément et qui fait que Afrique Verte s'insère dans toute dynamique qui essaie de trouver des solutions à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Le délégué général du partenaire stratégique a pris bonne note des doléances avant d'évoquer les actions envisagées par le comité en direction des deux organisations. Ce qu'ils ont besoin maintenant, de façon à ce qu'à la fois on puisse les aider dans l'urgence, mais aussi nous inscrire dans du long terme, c'est-à-dire continuer à travailler au renforcement des organisations paysannes, à l'augmentation de la production, à la transformation, à la commercialisation, pour vraiment faire en sorte que ces problèmes conjoncturels ne puissent plus arriver à l'avenir. Cette rencontre est la dernière étape d'une tournée effectuée par le comité dans certains pays d'Afrique, comme le Togo et le Bénin. Le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie de Ségou s'appelle le lieutenant-colonel Tchikoura dit Jean-Marie Samaké. La cérémonie de passation de témoins s'est déroulée à la Légion de gendarmerie de Ségou. En recevant ce témoin des mains du sortant, le colonel Rissa Agbila, le nouveau commandant de la Légion, a déclaré qu'il mesurait la portée de la mission qui vient de lui être confiée par la hiérarchie militaire. Il a ajouté que la réussite de cette mission nécessite l'implication de tous et de chacun à son niveau. Le colonel Akouli Dougnon, inspecteur en chef de la gendarmerie nationale qui présidait la cérémonie, a rappelé aux gendarmes l'observation des règlements militaires et l'exécution correcte des tâches qui leur sont assignées. La Croix-Rouge malienne vient de faire une distribution gratuite de vivres et de semences dans les cercles de Djema en première région. Financé à plus de 380 millions de francs CFA, le don est estimé à 2400 ménages de trois communes du cercle de Djema. Ce don devra soulager les populations des localités en cette période de soudure. Djemba Moussa Konaté. 187 tonnes de céréales, 46 tonnes de légumineuses, 11 tonnes d'huile raffinée et 7 tonnes de sel iodé. Ce sont là la composition du don qu'a fait la Croix-Rouge malienne aux populations de Djema. Estimé à près de 383 millions de francs CFA, ce geste humanitaire est destiné aux communes de Dougoudire, Guénou,
et Djankounté Kamara. Cette action en question devra soulager les paysans en rupture de semences et entretenir les cheptels des communes concernées à la suite de la précédente campagne agricole jugée déficitaire. La sélection des ménages bénéficiaires devrait obéir à certains principes. Nous disposons de 20 volontaires que nous avons déployés sur le terrain qui rentrent dans les ménages pour faire le ciblage. Donc après le ciblage, il y a eu le dépouillement par une commission. Donc c'est à partir de là qu'on a identifié les personnes qui doivent réellement bénéficier de cette aide. Une donation qui vise à renforcer la sécurité alimentaire dans le cercle du Djema. Cette initiative de la Croix-Rouge malienne est appuyée par la Fédération internationale de la Croix-Rouge, de la Croissant-Rouge et du Programme alimentaire mondial PAM. La Croix-Rouge malienne intervient dans le cercle de Djema dans les domaines de l'assainissement, du maraîchage et de la prévention du paludisme. Restons avec Djemba Moussa Konaté qui a suivi l'inauguration par l'ONG islamique Al-Farouk d'un centre islamique. C'est dans la ville de Yanfolila. Situé dans le quartier Ganadougou, le complexe est composé entre autres d'une mosquée, de 3 salles de classe, d'une infirmerie et d'un forage. L'infrastructure a entièrement été financée par l'ONG Dubai Charity à plus de 30 millions de francs CFA. Le centre Majid Boun Abdallah qui vient d'être inauguré à Yanfolila est le fruit de la coopération entre l'ONG Al-Farouk et Dubai Charity. Le nom Majid Boun Abdallah dédié à ce centre est la volonté des enfants du défunt d'immortaliser leur père. Pour un coût de réalisation de plus de 30 millions de francs CFA, ce centre est composé entre autres de 3 salles de classe, d'une infirmerie, d'un forage et d'une mosquée. Ce complexe se veut un lieu idéal pour les religieux de la localité d'apprendre et de pratiquer les principes fondamentaux de l'islam. Ce geste à l'endroit des peuples du Wassoulou dénote de la volonté de l'ONG Al-Farouk de divulguer la religion musulmane à travers notre pays. À cette cérémonie d'inauguration, un beau monde avait répondu à l'appel des frères musulmans de Yanfolila. L'un des temps forts de cette journée a été les prières et bénédictions faites par l'imam du jour Ibrahim Diakité. Des bénédictions pour le retour de la paix au Mali et particulièrement dans le septentrion. L'ONG Al-Farouk a construit environ 260 forages, 22 centres islamiques et plus de 300 mosquées de 1994 à 2012. La structure a investi près de 2 milliards de francs CFA au Mali ces 2 dernières années dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'action humanitaire. Toutes nos excuses pour la qualité défectueuse de ces images. La 7e édition de la journée culturelle du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté de Bamako s'est tenue aujourd'hui. Cette initiative du comité AEM de la structure est dédiée à la formation artistique et professionnelle de nos créateurs. Le thème choisi cette année est la crise au nord du Mali, occasion aussi pour les étudiants d'exposer au public le résultat de l'année académique 2011-2012. La cérémonie d'ouverture était présidée par Madame le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme en présence de son collègue chargé de la jeunesse et de la formation professionnelle. Nous avons aussi à cette cérémonie notre reporter Modibo Soare. Situé au flanc de la colline du Point G, le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté est le premier du genre dans notre pays. Cet établissement d'enseignement supérieur forme dans les domaines des arts plastiques, de la musique, de la danse, du théâtre et des métiers multimédia. Cette journée se tient dans un contexte particulier avec la situation sécuritaire que notre pays traverse depuis quelques mois, ce qui justifie le thème de ce rendez-vous 2012. Cette journée culturelle pour nous, au conservatoire, sur l'initiative des écoles, des étudiants de l'école, ils ont décidé vraiment de consacrer cette journée essentiellement à tout le problème sur la paix au Mali. Le maître mot de cette journée était bien évidemment la paix au Mali, un slogan entonné dans les différentes prestations artistiques. Un ton donné par l'orchestre du conservatoire qui a gratifié le public d'une chanson inspirée du standard We Are the Rose, reprise en
version française par les étudiants, nous sommes les enfants du Mali. Tous pour la paix, rien que pour la paix au Mali, une expression prônée par ces artistes à travers des contes et autres représentations théâtrales avec une mise en scène de Ousmane Sow, le tout couronné par la projection d'un film intitulé Pour un Mali indivisible. Tous les ans, le conservatoire nous a habitués à de telles journées. Le fait que cette année se soit placée sous les signes de la crise et de la quête de paix et de sécurité pour les populations du Nord nous va droit au cœur. Professeur, pour ne pas dire ancien professeur de cet établissement, je me rends compte que le temps que j'y ai passé avec eux, je ne l'ai pas passé pour rien. Le temps n'aura pas été vain. Ces enfants, aujourd'hui, nous ont montré que la crise peut être surmontée à travers la culture, à travers les messages forts, à travers les gestes de tous les jours, à travers les leçons que nous avons apprises par les contes, par les paroles. En retour, le comité AEM du conservatoire a offert au ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme en guise de reconnaissance un tableau symbolisant la libération du Nord du Mali. Des expositions de peinture et autres activités culturelles sont programmées pour magnifier le talent de nos jeunes artistes. Je vous le disais dans les titres, des vivres et des produits de première nécessité en stock important dans le pays en cette veille de Ramadan. C'est ainsi que le ministre de l'Industrie des Mines et du Commerce des Mines et de l'Industrie, Maître Ahmadou Touré, en a fait le constat en allant visiter des magasins de stock. Au cours de cette visite, le ministre s'est dit vraiment satisfait de ce qu'il a pu voir. Reportage Agali Aguissa. La Sodima, société de distribution de marques, fit la première étape de cette visite du ministre en charge du commerce. Le ministre s'est rendu dans les magasins de stockage bien fournis en produits de première nécessité. L'usine de conditionnement d'équipe Magie a bouclé cette visite à la Sodima. Nous avons mis l'accent sur un produit essentiel qui est le sucre que nous voyons derrière. Je crois qu'en la matière, le cahier des charges signé par M. Nyangado à travers Sodima est complètement rempli, sinon en voie d'être achevé, parce qu'avec sa flotte de 48 camions, je crois qu'en ce qui le concerne, il n'y a pas de difficulté de mise à disposition des produits. Nous avons suffisamment de stocks aujourd'hui du sucre, du lait et de l'huile au Mali. Nous avons importé une grande quantité et qui continue surtout à venir parce que vous avez vu la devanture de nos magasins, nos camions restent. Nous sommes approvisionnés par jour. Le sucre, nous le vendons à 500 francs le kilo. Les deux magasins de stockage de la société française firent la deuxième étape de cette visite. Nous profitons de cette période de carême pour importer massivement du riz et du sucre également. Actuellement au Mali, on a une quantité sur place de 2000 tonnes. On a également 2000 tonnes en transit et on a également plusieurs bateaux qui sont positionnés et qui peuvent être amenés rapidement au Mali. Sur le marché malien, on est dans une fourchette qui va aller à peu près de 305 à 350 000 tonnes. Outre l'exonération de certains produits, le gouvernement s'attelle à faciliter le chargement des camions au port d'Abidjan afin d'éviter toute rupture de denrées et assurer la stabilité des prix. Je viens d'avoir l'accord de M. Nyangado. Dès aujourd'hui, il va prendre les dispositions pour mettre en place des points de vente de riz et notamment de sucre pour que le prix de 540 soit constaté au lieu des 550 que nous avons vu tout à l'heure. Avec l'assistance de commerçants majeurs qui sont d'ailleurs clients chez M. Nyangado, eu l'assurance que les prix de 540 seront appliqués dès ce matin. En tout cas, la disponibilité des produits sur le marché et leur accessibilité aux populations sont les souhaits de nombreux Maliens qui entament le mois de carême dans un contexte marqué par une double crise.
En relation justement avec le mois de carême, ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le colonel Sinko Koulibaly, convie en réunion les membres et des personnalités de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan. Donc cette rencontre aura lieu le jeudi 19 juillet à partir de 18h30 et ça sera dans la salle de conférence de son département. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tout fidèle qui apercevrait le croissant lunaire d'en aviser la commission locale d'observation de lune de sa circonscription qui à son tour informera après vérification la commission nationale avec précision des noms, adresses et qualité des témoins. Les lignes téléphoniques 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09 seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale. Il est à rappeler, et c'est important, que tout témoignage en cette circonstance pour éclairer la Commission nationale dans sa décision est un devoir strictement religieux. Un mot de sport dans ce journal, championnat national Ligue 1, la 25e journée s'est poursuivie hier avec 2 matchs au stade Modibo Keïta. L'AS Police, condamnée à descendre en 2e division, a fait match nul 1-1 contre les 11 créateurs de Nyarela. L'ASB et l'ASCO se sont séparés 0-0. Siragatou Sissé nous résume ces 2 matchs. Assurés de leur maintien dans l'élite la saison prochaine, l'ASB et l'ASCO se rencontrent pour chercher à consolider leur place au classement. La mi-temps ne donne pas grand-chose, 0-0. C'est la même chanson en seconde période. Les 2 équipes nous gratifient d'un spectacle désolant jusqu'au coup de sifflet final. L'ASCO, après sa victoire 2-1 la journée précédente contre le Stade Malien de Bamako, est descendu de son nuage. Nous, on a confondu vitesse et précipitation. On croyait trop avoir la facilité à main, mais ça a été le contraire. Alors en première mi-temps, on a eu des problèmes d'attaque et puis de soutien. Mais cette fois, en deuxième mi-temps, quand on a conseillé, l'équipe a commencé à se retrouver. Mais on a manqué de concentration, il y avait les maladresses, sinon les occasions de but n'ont pas manqué. On va se préparer pour les prochains matchs parce que, comme je disais à chaque fois, on n'est pas encore éliminé sur le plan africain et aussi on n'est pas encore maintenu sur le plan national. Donc on est obligé de travailler, de doubler l'effort si vraiment on veut jouer la Coupe africaine. Le deuxième rendez-vous, AS Police 11 créateurs de Nyarela, était plus animé avec un enjeu principal, la survie en Ligue 1. Policiers et communards, sous le coup de la relégation, mettent toutes leurs forces dans la bataille. Le match ne s'enflamme qu'en seconde période. Au but d'Alain Claude Traoré sur pénalty à la 53e minute pour l'AS Police, a répondu Hamidou Sinayogo pour 11 créateurs de Nyarela à la 80e minute sur pénalty. Score final, 1 but partout. On avait le match à notre portée, c'était un manque de vigilance de nos défenseurs, un manque de communication, ou bien bon, ils n'allaient pas commettre le pénalty là. Bon, on va essayer de s'accrocher, de tenir jusqu'au bout quoi. Rien n'est fini, 5 matchs, on va essayer de gérer le match là quoi. On a pris un point, mais vraiment on ne voulait pas les 1 point, mais vraiment tout ce que Dieu décide, c'est ce qui arrive quoi. Donc on a pu avoir 1 point quand même, on va se contenter de ça. Plus la fin du championnat s'approche, plus l'AS Police voit son espoir de rester en Ligue 1 très mince. Des rendez-vous après ce journal, la télévision nationale vous propose ce soir un magazine sur les interventions d'urgence de CRS au Mali. Action humanitaire en faveur des déplacés du Nord, une priorité de CRS Mali et partenaires. C'est le titre du magazine que la station régionale ORTM de Mopti vous propose juste après ce journal. Aussi, dans les programmes, vous aurez droit
droit au journal des formations, une présentation de Sira Bachili, et l'information reprendra ses droits demain 10h-13h avec Aïssata Ibrahim Meiga, et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, je serai là sur ce même plateau, 18h-20h pour vous informer. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Merci de ne pas les oublier. Bonne suite de programme. Au revoir.